Bonjour, je suis Antoine d'Acoba. Mon client est venu me voir et m'a dit « On est agile et pourtant on a un problème d'impact dans notre delivery. » Heureusement qu'il est venu nous voir. Comme d'habitude, nous nous sommes déplacés. Bon, on a constaté que ce problème d'impact était largement supérieur à une pièce de 2 €. On l'a aidé à retrouver de l'impact, on a optimisé son delivery et notre client a conservé son ADN agile. On a même débloqué un de ses projets qui était à 2 doigts de se fissurer. C'est ça le service Acoba. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur acoba.fr pour prendre rendez-vous. Et n'oubliez pas le .fr pour être sûr d'arriver chez nous. En plus, en ce moment, on est à Agile en scène, alors passez nous voir sur notre stand. Et notez bien ce numéro, il pourrait vous être utile. We are the champions, my friend. Ah! Eh bien, Lynn, je vois que t'es un rangeur de l'espace courageux, dis-moi. Mais ça va pas, non? Tu te caches dans le vestiaire pour faire peur aux collègues? Ah! Rangeur de l'espace, tu parles. Si ça avait été Zerg, il en parlera encore. Bah, excuse-moi d'avoir des émotions, monsieur Agile le téméraire. Tu connaissais mes émotions. Elle a peur de Zerg, peut-être. Mais c'est plutôt toi qui as eu peur, non? Bah, un petit moment de faiblesse, guère plus. Hein. Si c'était que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Pas facile en ce moment. Allez, balance. Bah... En fait, y a rien qui va. Un problème lors de la dernière mission? C'est rien de le dire. Bon, ok. Écoute active enclenchée. Vas-y. C'était une mission délicate, dans l'infini complexe. Les planètes n'étaient pas très alignées, une sorte de vide spatial. C'était un cadre qui n'était pas très propice à la vie, difficile de créer de la valeur. Et ça n'a pas été facile, mais on avait du cœur. On y croyait, nous, à l'agilité. C'était dans nos tripes, alors on a plongé dedans, totalement. Et puis, ils étaient là, dehors, à nous attendre au détour d'un champ d'astéroïdes, tous les détracteurs de l'agilité. C'est Zerg qui les avait façonnés, lors d'une des transfos agiles qu'il avait fait foirer. Et vous les avez combattus? Mais oui, avec notre tête, notre corps, notre cœur. On s'est démené, on n'a rien lâché. On a coaché des équipes, des managers, des transformations entières. Mais le combat était inégal. On était de moins en moins nombreux à défendre l'agilité, à monter au créneau, pour dire que ça pouvait délivrer de la valeur. Et après? Bah, notre voix était moins forte, moins affirmée, moins audible. Et puis alors aujourd'hui? Aujourd'hui? Bah eux en face, ils sont de plus en plus nombreux. Zerg, il les envoie en formation là pendant 2 jours, il leur fait remplir un QCM, et voilà, je t'envoie des certifications à l'appel. Et après, tu les vois mener des actions complètement contraires à l'état d'esprit agile, à raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et quand ça leur pète à la figure, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, c'est la faute de l'agilité. T'en es sûr? Mais oui, j'en suis certain, et puis ils le crient haut et fort en plus. Oh, ils le crient haut et fort. Et toi, tu dis rien. Ouais. Ouh, il est petit ton ouais, toi. Ouais. Attends. Normalement, tu devrais me montrer un peu plus de soutien, là. Et pas juste un petit... ouais. Bah... Mais t'es d'accord avec eux ou quoi? Bah c'est que... Oh là mal. Ça y est, ils nous l'ont retourné. Non. Ah, alors pourquoi tu dis, bah c'est que... Bah disons que quand la communication passe mal, c'est que les deux parties sont responsables. Sérieux? C'est toi, Lynn, qui me plante un couteau dans le dos, là?
Ah, tout de suite des grands mots, n'exagère pas. N'exagère pas, vous entendez ça? Il me plante un couteau dans le dos et après c'est moi qui exagère. Ah, Gilles, calme-toi. Mais me calmer, alors que mon ami, que dis-je, ma propre famille, mon frère de sang me trahit. Tu montes dans les tours, on peut plus discuter, là. Ils sont en train de m'assassiner, je demande ton aide, et toi qu'est-ce que tu fais? Bah, je t'écoute. Tu m'écoutes, tu m'assassines, oui? Mais non. Mais t'es comme eux, de toute façon, là, tous ces autres, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que l'agilité meure à petit feu. Ça y est, t'es calmé? Là, Je peux t'expliquer maintenant? Ce que je voulais dire, c'est que... Bah, c'est vite dit qu'on est de la même famille. Dans ma propre famille. Bon, ok, on est de la même famille. Ah, le trait se dédie. De la même famille, mais... plutôt cousin que frère. Certaines choses nous rapprochent, mais... Ah, ça part mal, tes histoires de cousinade, là. Bah, je suis désolé, mais les gens pensent que l'agilité et le lean, c'est deux frères jumeaux. Il y a des différences quand même. Ouais, je te dis qu'on est de la même famille. Bon, ok. Selon Monsieur Agile, quels sont les points qui nous rapprochent? Eh ben... la valeur délivrée. On est focalisé sur la valeur délivrée à nos clients. D'accord, c'est un point commun. Ouais, on a le recueil de feedback. D'accord aussi, même si on le fait différemment. L'adaptabilité. Oui, tu as raison. L'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan, le PDCA, l'empirisme, plein de points communs, oui. Eh oui. On a le management visuel. Oui. La collaboration entre les personnes. Oui, sur tout ça, on est d'accord. Et donc là, tu dis toujours qu'on n'est pas des frères. On est un peu cousins. Un peu cousin. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Et pourquoi, selon toi, on n'est pas des frères? Bah, si tu prends la satisfaction client. Quoi la satisfaction client? Là, juste avant que tu me coupes, là, j'allais te dire qu'on se rejoint sur la satisfaction client. Voilà. Dans le manifeste agile, il y a la valeur, la collaboration avec les clients, plus que, faut la réviser, la négociation contractuelle. Et le premier principe, notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Tu vois? Bon, pour résumer, l'agilité et le lean se rejoignent sur la satisfaction client, le recueil de feedback, le management visuel, l'adaptabilité, la collaboration avec les personnes. Oui. Le cousin devient un peu gendre, quand même. Mais pas du tout. Pas du tout. Je ne fais que porter un regard lucide. Le lean, c'est un système d'apprentissage qui est basé sur l'humain, dont le but est de délivrer de la valeur, un maximum de valeur au client, en un minimum de temps, avec le juste nécessaire de ressources. Donc, on est des frères. Tu vas trop vite à la conclusion, camarade. Selon mon camarade, à quel moment nos chromosomes divergent? Bah, sur le juste à temps. Sur l'amélioration continue, la qualité, les mesures. Et moi, j'en fais pas, peut-être. Si. Si. Mais... Mais quoi? Bah, elle prend pas mal, mais je trouve que tu fais ça... Que je fais ça comment? Bah, je trouve que tu fais ça sans vraie conviction. Sans conviction? Moi, je fais de l'agilité sans conviction? Oui, sans conviction, ou plutôt sans trop d'exigence. Ah, va falloir que tu nous expliques. Bon, ok. Prenons un exemple. Le recueil de feedback. En ligne, tu recueilles non seulement la voix du client, mais aussi la voix de tes fournisseurs, qui vont te permettre d'améliorer ton flux, la voix de tes équipes, la voix du terrain, la voix de la concurrence, avec des bonnes pratiques qui vont te permettre voilà, de mieux travailler. En agilité, tu te contentes de la voix du client. Ouais, on en fait peut-être un chouïa moins. Mais enfin, de là à dire que l'agilité n'est pas exigeante... Ok. Autre exemple, la qualité. Ah, alors l'agilité fait pas de qualité, peut-être. Bah justement, comment tu fais de la qualité? Ah, comment je fais de la qualité? Ouais. Bah, déjà, même si on joue éventuellement sur nos périmètres, nos coûts, nos délais, on ne transige pas sur notre qualité dans notre triangle de fer. Ok. Et après? Et après, on met des critères d'acceptation dans nos user stories. Ok. On respecte les critères de notre definition of done.
Très bien, oui, très bien tout ça. On fait des tests, après, pour vérifier qu'on est sans défaut. Ah, des tests manuels? Bon, pas que des tests manuels. Il faut aussi des tests automatisés, avec pas plein de déploiements. La calimétrie, des tests unitaires, des tests fonctionnels. Tout le tralala. Super. Ben oui, on a nos frères DevOps, ils sont avec nous, eux. Bah super. Donc vous livrez des produits zéro défaut. Zéro défaut, zéro défaut. C'est peut-être vite dit quand même. Disons qu'on livre des produits qui sont globalement testés. Mais de là à dire qu'ils sont zéro défaut, pas exagéré. Non mais dis donc, tu serais pas en train de me dire que vous transigez avec la satisfaction client là? Bah, non, pourquoi tu dis ça? Bah parce qu'un produit avec des défauts, ça finira forcément par frustrer un client. Oh, tu fais ton beau là. Mais t'es certain que toi en ligne, vous livrez avec zéro défaut? Non, mais s'il y a un défaut, on le corrige. Comme ça, il se représente pas une deuxième fois. Tu veux dire qu'en ligne, tous les défauts sont corrigés? Bah, on chasse les gaspillages, donc s'il y a un défaut, le même défaut se représente une deuxième fois, ça veut juste dire que tes équipes vont passer du temps à le régler une deuxième fois et gaspiller leur énergie, voire une troisième fois, une xème fois. Le problème aurait dû être réglé dès la première fois. Et vous faites vraiment ça? Bah oui, Vous devez y passer un temps fou. bah, c'est un investissement. Tu perds du temps la première fois pour trouver la solution, mais après, tu économises le temps où il serait représenté X fois. Bah, nous, on fait pas comme ça. Bah, comment vous faites pour régler une anomalie? Bah, on crée un ticket dans Jira. Dis donc, il se foutrait pas de ma tête là. Bah, non, c'est la vérité. Est-ce que vous, dans vos entreprises, c'est pas pareil? Quand vous détectez une anomalie, vous créez un ticket dans Jira, enfin, ou dans tout autre outil qui fait du ticketing. Tu vois? On fait pareil. Bah, tu m'excuseras, mes niveaux exigence, bah, c'est un peu bas. Oh, non, mais on s'arrête pas là non plus. Après, le ticket, on le traite et on corrige l'anomalie. Ah bah super. Donc vous avez des produits zéro défaut. Ah, non, tu vas un peu vite dans ta conclusion là. Toutes les anomalies sont pas corrigées. Loin de là. En fait, si tu veux tout savoir. En fait, on corrige toutes celles qui sentent pas bon là. Et puis les autres, bah, on les empile sur la dette technique. Ah. Et puis, quand on a du temps, on les débile. Qu'est-ce que tu dis? Quand on a du temps, on les débile. Oh, tu fais des messes basses là, Bon, tu quand caches on a la misère? du temps, on les dépile, ça va? C'est bon, tu m'as humilié? Bah, je suis pas là pour t'humilier, je suis là pour comprendre. Donc même si tous les voyants sont au rouge, vous empilez sur la dette technique. Ouais. Malheureusement, c'est encore un peu trop souvent le cas. Bah excuse-moi, si c'est ça l'exigence agile, alors je réitère mon propos. Mais t'es marrant, toi. Tu crois vraiment que les directions métiers nous laissent le temps de tout corriger? De faire de la qualité? On n'a pas le temps. Ils veulent tout et tout de suite. Et ils s'en tapent après qu'on empile les anomalies dans la dette technique. Et quelqu'un leur a expliqué que ça coûte 10 fois plus cher la dette que s'ils payent comptant. Mais je dis qu'il y a les adeptes de Zerg là-dedans. Ils s'en foutent royalement de cacher les coûts sous le tapis. En fait, le problème là, c'est pas l'agilité. C'est la manière dont l'agilité est mise en place par certains. Bah, ouais, t'as sans doute raison. Sur le papier, l'agilité, le lean, on est proche, mais dans la mise en œuvre, on s'éloigne. Hein. Ouais. Après, il faut pas confondre. Si Toto creuse mal avec sa pelle, pas forcément la faute de la pelle. Bah, malgré tout, l'agilité gagnerait à dire où est le niveau d'exigence et à dire quand c'est du fake agile. Et qu'est-ce que tu crois T'as pas attendu pour le dire, ça. Là, tiens. L'autre jour, un collègue coach agile, pleine réunion avec son client, il se lève et il le dit. Il utilise les mêmes mots que toi. Il l'exprime clairement. Tu sais ce qui se passe? Eh ben, le lendemain matin, il revient chez son client, il passe son badge à l'entrée, là, ça clignote rouge, le commercial, il était convoqué, et résultat, qu'est-ce qu'ils font les autres agilistes? Bah, ils baissent la tête et ils font en sorte de ne pas perdre leur mission. Ouais, mais c'est un cercle vicieux. Si les agilistes ne montent pas au créneau pour dire que pour dénoncer le fake agile, alors demain, il n'y a plus que du fake agile. Eh ouais. Pourtant, le courage est une des core-values de Scrum. Et vous en ligne, comment vous la faites, votre qualité? Comment on fait de la qualité en ligne? Ah ben déjà,
C'est celui qui sait, qui fait. Ce qui veut dire... Ben, que si une équipe estime qu'elle doit corriger des anomalies pour que demain ça lui pose plus un problème, eh ben, c'est elle la mieux placée pour le dire et le faire. Ok, mais s'il y a des contraintes qui sont plus prioritaires, une date de livraison ou autre, Ben, une équipe connaît ses contraintes. Ce sont des pros. Ils ont déjà les infos pour prendre les bonnes décisions, faisons-leur confiance. ah oui, d'accord, mais si l'équipe se trompe... Eh bien, tant mieux! Ah, comment ça, tant mieux? Ben, elle aura appris quelque chose. Et ça influencera ses décisions futures. Ouais, t'as pas tort. Tiens, une autre pratique qui augmente la qualité, les standards. C'est quoi ça, les standards? Ben, un standard, c'est la meilleure manière de faire une activité connue à l'instant T. Et c'est les membres de l'équipe qui définissent ses propres standards. Et comme c'est eux qui le font, eh ben les personnes les appliquent au quotidien. Et si jamais ton contexte il change, Ben, l'équipe adapte ses standards. et ça aide en quoi la qualité? Ben, pour faire de la qualité, déjà, il faut commencer par éviter de faire de la non-qualité. Donc, si tu suis le standard, par définition, ton travail sera de qualité, puisque c'est la meilleure manière de faire connu à un instant T. En fait, en Lean, la qualité est tellement importante qu'un des deux piliers du Lean, le Jidoka, lui est complètement consacré. Et grâce aux pratiques du Jidoka, ben, les équipes sont capables de livrer des produits de qualité avec une régularité dans le temps. Et tu fais ça comment? Ben, il y a un état d'esprit, avec une culture zéro défaut, des outils, des mesures. C'est un tout. Et encore, sois un peu plus précis. Alors, pour te donner une idée sur l'état d'esprit, je vais te parler de Landon. Alors, c'est quoi, c'est encore... En fait, Landon, c'est sur une chaîne de production, n'importe qui peut tirer Landon. Et là, bim, toute la chaîne de production s'arrête. Et toutes les bonnes personnes posent le stylo et viennent régler le problème. Et tant que c'est pas fait, la chaîne de production ne repart pas. Et sur une chaîne de production de voitures, ils font ça. Oui, ils font ça chez Toyota. La seconde d'arrêt leur coûte juste un bras, mais s'ils le font, c'est qu'ils estiment que c'est important. Ouais, et si le gars il s'est trompé en tirant son Landon? Ben, on part du principe que le gars l'a fait à bon escient. Donc, soit il y a un vrai problème et il faut le corriger, comme ça il ne se représente plus. Soit c'est un faux problème et l'organisation, elle a appris quelque chose. Et alors, pourquoi tout à l'heure tu disais que l'agilité, ça manquait d'exigence dans ses mesures? Ben, par exemple, pour améliorer la qualité en ligne, on va mesurer un indicateur qui est le taux de bon du premier coup. Si ce taux est bon, alors il y a moins de rework, c'est ça? Ben, exactement. Mais je te retourne la question en agilité. Qu'est-ce que vous mesurez? Qu'est-ce qu'on mesure en agilité? Ah, on mesure, par exemple, on suit le burn down chart. Ouais. Permet à l'équipe de savoir où elle se situe par rapport à son objectif et d'adapter ses pratiques pour atteindre ses objectifs au mieux. Très bien. Et après? Et après, alors, on mesure la vélocité de l'équipe. Mais là aussi, Zerg, il a un peu poussé ses pions. Comment ça? Normalement, la vélocité de l'équipe, c'est fait pour améliorer sa prédictibilité. Oui, eh? Et bien Zerg, il l'utilise pour comparer les équipes entre elles. Un championnat de vélocité? Ah, c'est un peu ça, c'est le meilleur gagnant. Et vous mesurez d'autres choses? Oui, on mesure d'autres choses. On mesure le débit, le nombre d'anomalies, on compare notre engagement avec notre réalisé. Bon, on se rejoint là-dessus. Et en ligne, comment vous faites pour vos mesures? Ben, il y a plein de mesures possibles. En fait, on veut un flux performant. Donc, on fait la chasse au gaspillage. Et ça passe par des observations avant de faire des analyses et d'aller vers des actions d'amélioration. Et les analyses factuelles sont les plus pertinentes, d'où les mesures. Ouais. Ça évite d'être subjectif avec des ressentis. Oui. Par exemple, tu as le lead time. C'est le moment, c'est la durée entre le moment où tu as une idée et ton idée se retrouve dans ton produit, dans les mains du client. Par exemple, si tu constates un lead time de quelques mois... Par exemple, une équipe de dev qui fait des mises en prod tous les 4 à 6 mois.
Bah oui, exactement. Enfin, la mesure devrait leur dire qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui cloche, et donc l'équipe devrait réagir. Et ça, c'est suffisant pour faire vos analyses. Il y a plein de mesures possibles en ligne, on pourra en faire un bouquin, il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mesures sont complétées par les diagrammes pour modéliser l'activité. Par exemple, tu as le Value Stream Mapping, où tu vas faire figurer tes différents postes, tes fournisseurs en entrée, tes clients en sortie. Attends, parce que tous ces diagrammes-là, ça représente des flux surtout dans un domaine industriel. Non, on les utilise même dans le domaine IT. En fait, partout où il y a un flux d'activité à améliorer. Ok, alors et après, donc, comment tu mixes tes mesures avec tes diagrammes? Bah, tu fais figurer les mesures sur les diagrammes. Par exemple, sur la VSM, tu pourrais faire figurer le taux d'efficience de chacun de tes postes. Et l'ensemble, diagramme, mesure, observation, tout ça, ça va te montrer qu'est-ce qui cloche dans ton flux. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais enfin, les équipes agiles gagneraient à analyser leur flux. Hein. On fait déjà de l'amélioration continue, nous. Oh, Agile, t'es sérieux là? Bon. Enfin, franchement, combien d'équipes agiles calculent leur taux de bond du premier coup? Ah, ok. Tu marques un point là-dessus. Sûrement trop. Mais n'empêche qu'on fait quand même de l'amélioration continue. Ah, et comment vous faites ça? Comment on fait ça? Il y a plein de manières en fait. Si on s'appuie juste sur le framework Scrum, par exemple, on a la rétrospective. Moment où l'équipe a sa phase d'introspection et définit des actions pour chercher à s'améliorer rapidement. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a la revue d'itération, la revue sprint. À la fin, où on recueille le feedback de nos clients pour chercher à améliorer notre produit. Super. On a le daily. Ouais. Tous les jours, l'équipe se réunit et cherche à savoir comment elles peuvent s'améliorer pour atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Ok. Et puis? C'est déjà pas mal, non? Ah non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Ça manque cruellement d'exigence. En quoi ça manque d'exigence? Premier point, quel est le pourcentage d'équipes agiles qui font des rétros et qui mettent réellement en œuvre des actions d'amélioration? Alors, j'ai pas le nombre là, mais c'est possible qu'il n'y en ait pas tant que ça. On pourrait peut-être. Mais César encore qui pousse ses pions là. Vous avez dû en voir, vous, des équipes agiles comme ça, là, la rétro toujours remise à demain, toujours plus urgent à faire. Deuxième point, en Scrum, la rétrospective n'a lieu qu'une seule fois par sprint. Et c'est tellement peu que ça ou rien, c'est la même chose. alors comment vous, en ligne, vous faites votre amélioration continue? Avec le Kaizen. Quoi? Le Kaizen, toutes les personnes ont la responsabilité d'améliorer leur travail au jour le jour. Et soit quel que soit le niveau de responsabilité dans la hiérarchie. Tu veux dire que même les managers, les grands directeurs là, ils s'améliorent tous les jours? Tout le monde peut améliorer des choses, le Lean est explicite là-dessus. Et si les managers ne font pas de Kaizen, alors c'est du fake et c'est dit explicitement. En fait, l'exigence en ligne est telle que Julie Chevalier, elle a une phrase magnifique là-dessus. Elle dit « Job égale work plus Kaizen ». Job égale work plus Kaizen? Si tu ne fais que le work, en fait, tu es encore très loin d'avoir fini le boulot. Autrement dit, ça n'a aucun sens de faire le work si tu n'essayes pas de l'améliorer. Il y a un problème. Oui. Oui, il y a un problème. Dans presque toutes les entreprises, on se contente que du work. Ouais, et on a même certaines qui ne font pas super bien le work. Sans compromis, hein. Job égale work plus Kaizen. Eh ouais. Sinon, on a de la dette organisationnelle. Exactement. On empile les améliorations à faire et on les dépile jamais. La tête dans le guidon. En tout cas, moi je vais la garder. Si tu fais le work sans le Kaizen, t'as pas fini ton job.
Et je te laisse imaginer la puissance du truc si chacun le fait vraiment à son niveau. C'est vraiment une histoire de remise en question. Ah ouais, tout devient possible avec la remise en question. C'est pour ça que dans une transfoline, on débute le travail par le haut de l'organisation. Et Régis Medina, il est très clair là-dessus. En fait, une stratégie lean ne peut réussir sans l'implication du CEO et des managers. Donc on commence par travailler à la tête. Eh ouais. Sinon, le poisson il pourrait vite. Exactement. Un manager lean remet en question ses pratiques, ses croyances, ses comportements. En fait, il doit montrer l'exemple et il doit créer les conditions pour que les gars de l'équipe puissent mettre en œuvre les pratiques du lean. En gros, tu veux dire que c'est pas qu'aux équipes de se transformer. Tous les niveaux de l'organisation doivent se transformer. Et c'est encore plus vrai pour le CEO et les managers que la base. Ouais. Dans les transfos agiles, il y a souvent une fausse croyance qui dit que c'est surtout aux équipes de faire des efforts pour se transformer. Et les managers, les codir, Finalement, j'ai pas vu énormément de managers vraiment se remettre en question. un grand classique, hein, c'est pas moi, c'est les autres, trop facile quoi. Ah ouais, malheureusement. Et ils sont formés, coachés ces managers. Et c'est bien là le problème. C'est un peu les oubliés de l'affaire. Trop peu d'actions pour les faire vraiment progresser. Trop peu de budgets qui sont consacrés à ça. Et ils ont la volonté de changer. Bah oui, j'en ai vu pas mal qui avaient envie de le faire. Mais souvent, ils n'ont pas le temps. Ils sont pris par toutes leurs réunions, il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Et résultat, ça passe avant toutes les actions qu'ils devraient faire pour s'améliorer eux-mêmes. Rien à faire. Hein. Si le CEO et les managers ne montrent pas qu'ils font des efforts pour évoluer, ça ne peut pas marcher. Hein. Un jour, un manager lean m'a dit ceci. En fait, si tu veux emmener tes gars au sommet de la montagne, c'est à toi d'être le premier de cordée. Sinon, on rentre chez toi. Ouais. J'ai vraiment quand même l'impression que l'agilité et le lean se rejoignent sur toute cette partie collaboration entre les personnes. Oui, oui. À quelques différences près. Hein. Lesquelles ? En ligne, les managers, y compris le CEO, font du Gemba Walk. C'est quoi ça, le Gemba Walk ? Ils vont sur le terrain, ils vont rencontrer les gens, ils apprennent à les connaître, à voir quelles sont leurs problématiques. En gros, ils cherchent à garder les pieds sur terre, au milieu des champs, pieds dans la boue. Ah oui, la boue, ça refroidit le melon. Hein. Et ça aide à progresser en observation, on écoute de l'autre. Et après ce Gemba Walk, ils remontent dans leur tour d'ivoire. Ah non. Le but, c'est que les managers soient un vrai soutien pour les équipes, en fait. Il faut que leurs actions aident à débloquer les problèmes. On se serre les coudes. Et ça crée un vrai lien de confiance réciproque. C'est intéressant. Et il y a quoi d'autre encore comme différence ? En ligne, un manager est responsable de la formation des collaborateurs. Donc, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, une action qui conduit à un problème, le manager va se demander quelle action il a oublié de faire qui a fait que le problème survient. Mais si tu fais ça, pour le coup, tu décales ton centre de gravité. Exactement. En tant que manager, qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a conduit au problème ? Vous avez entendu ça souvent dans notre transfert agile ? Et en plus, il y a un vrai droit à l'erreur. Enfin, ni le manager, ni le collaborateur ne vont être punis. En fait, tout est vu comme situation d'apprentissage. Ouais. On est vraiment loin de la notion du bâton. On fait confiance aux personnes pour prendre l'initiative, mais ça ne peut marcher que s'il y a un droit à l'erreur. Ouais. Encore une différence à nous partager ? Ouais, j'ai l'impression qu'en agilité, la collaboration entre les personnes reste sur le plan opérationnel. Ok, en quoi c'est différent en ligne ? Dans l'ouverture à l'autre, dans la qualité des échanges, dans le côté humain de la chose en fait. Je pense que l'état d'esprit agile, on est sur la même longueur d'onde. Et après, encore une fois,
on a sûrement un problème par moment dans la mise en œuvre. Bah, ouais. Enfin, finalement, c'est peut-être toi qui as raison. On est peut-être plus frères que cousins. Ouais. Bah, malgré tout, tu m'as montré des aspects où l'agilité gagnerait à être plus exigeante. Bah, le principal, c'est qu'on se rejoigne sur l'état d'esprit. Ouais. Mais à la fin, c'est l'exigence que tu vas mettre dans les efforts qui vont vraiment faire la différence. Oui, c'est comme apprendre le piano. Hein. Pour y arriver, il faut faire des efforts. Enfin, tous les jours un petit peu. Et juste de faire ça, c'est difficile parce que ça demande de l'abnégation, en fait. Ouais. Faut mouiller le maillot. Être exigeant avec soi-même. Ça se résume un peu à ça, en fait. Ouais, c'est jamais facile de tenir dans le temps, sauf si t'es pleinement convaincu. Mais ça peut être tellement beau à la fin. Ouais. Finalement, les pratiques, les outils, les frameworks, tout ça, ça reste que des instruments. Utilisés sans le bon état d'esprit, sans une certaine exigence, ils ne permettront jamais aux entreprises de satisfaire réellement leurs clients et de s'adapter à tout notre monde complexe. Waouh! Sacrée prise de recul que tu viens de me faire faire. Ah bon, on en a tous besoin. Hein. Tout ce chemin qu'il nous reste à parcourir. Et tu n'es pas le seul. Bah, pourquoi tu dis ça? Parce que je pourrais passer sur le divan, moi aussi. Ah. Et qu'est-ce qu'il en sortirait? Bah, que le lean aussi pourrait grandir en s'appropriant des concepts agiles. Ah, lesquels? Lesquels? Bah, le côté itératif. Ouais. L'approche produit. Le travail avec les UX. Ouais, l'agilité pourrait bonifier le lean. Ouais. Et le lean pourrait bonifier l'agilité. Et si on vous emmenait faire un voyage où on rêve les yeux ouverts? Imaginons un monde complexe, où l'agilité et le lean évolueraient avec ce que l'autre a de bon. Un monde où les organisations apporteraient une vraie valeur à leurs clients. Un monde où l'énergie des personnes serait utilisée pour traiter de vrais problèmes. Un monde où on ferait confiance à chacun pour prendre l'initiative et développer ses compétences. Ce monde est dans une galaxie où les organisations pourraient vraiment se transformer. Avec le lean, l'agilité, enfin, qu'importe. Mais non, le principal, c'est d'y croire et d'y mettre du cœur. Les organisations ont plus que jamais besoin de nous pour aller vers l'infini et au-delà. Alors, merci à tous les sponsors d'AES, à l'équipe d'AES qui nous a permis d'être là, tous. Formidable boulot, formidable organisation. Merci à Key Group, notre entreprise qui nous permet aussi d'être là. Voilà, merci à vous d'être là. On sait que le format qu'on a proposé aujourd'hui n'est pas simple des fois pour récupérer certains messages. Donc on a essayé de vous remettre les 4 principaux messages qu'on a voulu faire passer pendant ces 30 minutes. Si on n'est pas trop mal, je pense, en timing, on va être bon. Comme on le dit à la fin, on est intimement convaincu que l'agilité et le lean ont chacun à apprendre l'un de l'autre. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'avec le lean, l'agilité peut gagner en exigence, en rigueur, en dynamisme. Que l'agilité, il faut qu'on travaille à tous les niveaux. Et pas juste au niveau des équipes, en cherchant à mettre des frameworks. Et que globalement, où qu'on soit, cherchons à nous améliorer, pas à pas, petit par petit, mais améliorons-nous. Quelques références lignes, j'ai cité Julie Chevalier, elle fait un podcast, alors je ne sais pas si elle le continue, mais en tout cas il y a plein d'épisodes, le podcast des learners. Allez écouter ce qu'elle dit, c'est plein de bon sens, ça s'appuie sur les principes, les pratiques du lean, les expériences qu'elle a eues, franchement c'est worth it.
Régis Medina, Learning to Scale. Le bouquin aussi vaut le coup d'être lu. Il en a fait d'autres également. Je vous recommande aussi. Et quelques références de Cécile Roche, quelques bouquins qu'elle a écrits. Toutes ces personnes-là, ces 3 personnes, sont des personnes reconnues dans la communauté Lean en France, et notamment travaillent avec l'Institut Lean France, enfin collaborent avec l'Institut Lean France. Il y a plein de ressources sur le Lean sur leur site. Voilà, on tire juste un fil et il y a toute la pelote qui vient et on découvre un monde génial. Voilà. Prévoyez du temps. Voilà. Pour tous vos feedbacks sur le fond, sur la forme, on est preneur avec le rôti. Si vous voulez après nous joindre, nous directement pour prendre plus de temps pour en parler, soit à la fin de la conférence, soit à un autre moment. Vous avez les QR codes qui permettent de récupérer nos infos. Et si vous avez des questions, réactions, c'est le moment. Oui. Yes. Du coup, vous avez déjà travaillé ensemble tous les deux sur des transfos linéagiques sur organisationnel. Alors, on est coach agile. On fait principalement de l'agilité, mais on essaye de plus en plus de mettre des pratiques lean au sein de l'agilité. Il n'y a pas que nous qui faisons ça. Jean-Philippe hier parlait un peu de ça dans sa conférence. Il y a de plus en plus de monde qui va vers ça. On peut entendre sur LinkedIn ou autre que l'agilité, ça marche pas, que ceci, cela. Moi, je suis convaincu que le futur de l'agilité passe par le Lean. Les deux ont à se bonifier l'un l'autre. Il y a des bonnes choses à apprendre les deux. Et oui, de plus en plus, on essaye d'amener des pratiques Lean dans nos accompagnements agiles. Pour répondre juste à la question de tout début, est-ce qu'on a déjà fait ça tous les deux ensemble? Non, moi je débute en Lean. J'ai toujours été dans l'agilité. Le Lean, je l'ai découvert au travers de mon apprentissage de Kanban, qui est quand même très proche. Et je m'appuie beaucoup sur Michel, et on en parle beaucoup, pour essayer de faire ça. Et vous avez un bouquin qui est sorti il y a quelques mois, que pour le coup on n'a pas encore pris le temps de lire, qui s'appelle le Lean Tech Manifesto, qui justement vient parler de l'application du Lean dans des contextes où il y a de l'agilité et comment faire les deux. Partagera, il y a des infos, il y a les écrits, les personnes qui sont des gens chez Théodo montent justement aussi des meet-up sur Paris là prochainement pour parler de ça, de cette tendance à essayer de s'inspirer des deux mouvements. Oui. Dans le Lean, il y a quand même un aspect assez culturel qui est au Japon, assez prescriptif dans pas mal de ces pratiques. Aujourd'hui, on voit par exemple dans Scrum qu'il y a beaucoup de développeurs qui s'en plaignent parce que ce côté prescriptif, on force les gens à faire des réunions, etc. Comment on fait pour changer justement ce mindset? Finalement, ce qu'on dit, c'est que derrière, il y a du manque. C'est beaucoup un aspect mindset, cette rigueur-là, il faut quand même l'insuffler. C'est pas gagné, si je peux le dire, donc ça tombe de fait. Comment, en fait, quand on fait du Lean dans des organisations, on arrive à transformer justement ce côté où on va mettre plus de prescriptions, plus de pratiques, et comment on les fait accepter, adopter par les gens? Alors déjà, c'est un long chemin. Donc c'est un long chemin où on va apprendre, où chacun va apprendre, l'organisation, mais aussi les personnes, les équipes. Donc déjà, il faut être clair là-dessus et il faut dire aux gens, ça va prendre du temps, on va travailler ensemble, on va apprendre petit à petit, on va se casser la gueule, mais c'est cool. C'est cool parce que ça va nous apprendre des choses. Et après, on n'est pas là pour dire aux gens, faites ci, faites ça. C'est les gens qui sont acteurs. C'est les personnes qui sont actrices de ce qu'elles veulent mettre en œuvre. Après, un coach Lean peut aider à créer l'écosystème, créer les conditions pour qu'il y ait de la prise de conscience. Mais comme tout coach, le coach agile, le coach Lean, coach. Mais on n'est pas là pour dire vas-y, toi fais ci, toi fais ça. Ça marche pas. Et justement, c'est basé sur l'humain. C'est basé sur l'humain et rendre les gens acteurs
Déjà, réunir les gens et leur faire constater qu'est-ce qui ne va pas dans le fonctionnement de notre équipe là. Vous êtes là, vous travaillez dans votre équipe depuis peut-être plusieurs années. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de le dire. Et à partir de là, quels sont les quick wins qu'on peut faire? Quel est le truc sur lequel vous voulez bosser et où on peut espérer gagner et montrer quelque part que ça va marcher? Créer un petit succès, mais une dynamique de succès. Et à partir de là, créer la relation de confiance. Créer la relation de confiance. Enfin, voilà, c'est de l'humain, c'est de l'agilité, c'est la base, c'est le mindset agile, comme on dit. Ben, rien ne s'impose. Rien ne s'impose. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Hein. Je rajouterai un truc. Je pense que dans tous les cas, arriver en disant je vais vous mettre en place des pratiques lean, comme je vais vous mettre en place des pratiques agiles, amener comme ça n'a pas de sens. Il faut vraiment toujours regarder, que ce soit l'agilité, que ce soit le lean, c'est juste un moyen qui doit aider à atteindre les objectifs. Et donc il faut reparler de quels sont les objectifs, qu'est-ce que l'équipe, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre et qu'est-ce qu'elles ont envie d'améliorer. Et à partir de là, bah, il existe plein de pratiques, qu'elles soient issues de l'agilité, du lean, de framework. Il y en a plein qui sont très bonnes, qui ont fait leurs preuves, qui peuvent marcher dans des contextes, pas marcher, il faut peut-être les adapter. Et on voit l'impact que ça a par rapport à l'atteinte des objectifs qu'on cherche à avoir. Et donc, en tant que coach, on les connaît, ces outils-là. Et donc, pour éviter de les imposer, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est je les propose en expérimentation. Et donc, j'essaie de trouver des moyens pour pas que ça change trop les façons de faire. Et je dis, OK, ça, on va le tester pendant tant de temps. Tout le monde joue le jeu. Et à la fin, on fait un bilan ensemble. Ça a eu un impact positif, vous trouvez ça bien, on le garde. Il y a le moins de défauts. Vous trouvez que c'était mieux avant, on revient à ce qu'on faisait avant. Et au pire, vous avez perdu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ça s'arrête là. Et on y va comme ça et on fait l'amélioration petit par petit, toujours en se concentrant sur l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. C'est de l'empirisme. Hein. Ouais. Vous parliez beaucoup d'humains à la fin sur le livre, tout en ayant aussi cette culture de métrique, quand même pas mal de wiki, etc. pour mesurer. J'ai l'impression des fois c'est un peu antinomique, des fois les messages lisent sur l'impression de cette culture centrée un peu sur les collectes de mesures, laisse l'humain et Alors, imaginez, vous êtes tout seul dans cette grande salle, ok, vous êtes au milieu là, et je vous demande de fermer les yeux. Ok, vous le faites, et je vous dis maintenant, je vais vous tourner 3 fois, vous allez faire 3 tours là, vous avez la tête qui tourne, et je vous dis maintenant avancez. Ça va être quoi le résultat? Voilà. Donc il y a un moment donné, on a besoin de nos yeux pour voir. Et nos yeux sont habitués à voir, notre cerveau est habitué à analyser, mais il a besoin d'insight, d'input pour faire ça. Donc vous avez besoin enfin voilà, on le dit dans le sketch, les analyses factuelles sont les plus pertinentes. Donc, soit on reste sur du ressenti et je ne sais pas où on va, ou si ce n'est dans le mur, soit on se dit, mais finalement, on a plein de choses qu'on pourrait mesurer, et c'est pas le grand chef qui dit, mesure-moi ceci, c'est l'équipe qui dit, finalement, notre activité, pour la suivre, et pour qu'on soit meilleur, qu'est-ce qu'on va suivre? Mais c'est l'équipe qui le dit. Comment on va le mesurer? À quelle fréquence? Sur quelles données? C'est l'équipe qui dit tout ça. Donc à partir de là, c'est elle qui met en place finalement ces moyens pour mieux voir. Je pense que pour le coup, on pourrait faire une autre conf sur les indicateurs et sur la culture et ce qu'on fait des indicateurs. Là, on arrive à la fin. Ouais. Merci à tous. Merci. Ceux qui avaient encore des questions ou qui veulent venir, vous pouvez venir nous voir. Merci à vous. Bravo.